Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette nouvelle vidéo pour vous remercier de tous les commentaires et questions que j'ai pu recevoir sur la chaîne. Ça me fait très plaisir et puis ça m'aide beaucoup pour notamment faire les propositions les unes après les autres. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de C3 Milinou, dont j'espère ne pas écorcher le pseudo, sur la notion de monde commun. Qu'est-ce qu'un monde commun? Comment j'utilise ce terme? Effectivement, j'utilise régulièrement le mot monde commun. C'est un concept que j'emprunte à Hannah Arendt, peut-être un peu plus qu'emprunté d'ailleurs. En réalité, je l'ai complètement adopté depuis fort longtemps. Il a été présenté et détaillé essentiellement dans cet ouvrage, La condition de l'homme moderne, publié sous le titre Human Condition en 1958 et 3 ans plus tard sous sa version française. Et c'est effectivement de ça que je parle. Quand je parle du monde post-fin du monde, je parle bien de la fin du monde commun. C'est ça qui m'intéresse. Il ne s'agit pas de parler de la fin de la planète, ce serait complètement absurde, de la fin de la nature, c'est bien au-delà de notre portée, c'est bien la fin du monde commun dont on est en train de parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment j'utilise ce terme? D'où ça vient? Quelle est sa profondeur? Je vous propose 3 temps dans cette vidéo. D'abord, définir ce que c'est que le monde commun. Qu'est-ce que c'est que le monde commun? Et puis je vais utiliser à la fois des termes très fidèles à Hannah Arendt, et puis simultanément je vais essayer de le faire vivre pour le rendre sensible, ce monde commun. Bien. Donc d'abord, voilà, qu'est-ce que c'est que le monde commun? Ensuite, qu'est-ce que la négation du monde commun? À partir de quand on peut parler de négation du monde commun? Et puis un troisième temps, où je vais réagir à un autre commentaire de Monsieur Le Casals, qui interrogeait très fortement une formule que j'ai utilisée. J'ai parlé de plusieurs niveaux de commun. Et donc, après avoir parlé du monde commun et de la destruction du monde commun, je vais vous parler un petit peu des différents niveaux de commun et je vais vous proposer une typologie de niveaux de commun. Voilà. Ça nous fait un beau programme. On va commencer par s'entendre sur les termes. Le monde, ce que j'appelle moi le monde, c'est ce qui se présente à l'expérience. Point. On ne va pas chercher plus loin. Le monde, c'est ce qui se présente à l'expérience. Le monde commun, c'est à la fois l'horizon et le cadre de l'action commune. C'est ce que vise l'action commune et c'est le cadre, la scène de l'action commune. Voilà. Alors, vraiment, typiquement pour Hannah Arendt, le monde commun, c'est le monde en tant qu'horizon de l'action commune. Alors, c'est le monde en tant que nous l'interprétons collectivement. C'est la marque de ce que le monde n'est rien d'autre qu'une interprétation collective. C'est l'interprétation collective d'une matérialité, d'un espace matériel qui nous sépare et qui nous rassemble en même temps, comme une table, elle prend la métaphore de la table. C'est une œuvre collective inscrite dans le temps, passé, présent, avenir, ancêtre, contemporain, génération future, bien entendu. Et il implique une forme de rapport à la pluralité et à la matérialité. On verra ça tout à l'heure. Alors, notamment, pour Hannah Arendt, on lit souvent que le monde commun, ce qui se présente à l'expérience en tant que c'est interprété et que ça fait l'objet d'une interprétation collective, elle le présente comme une œuvre. Pour elle, il y a 3 parties de la vie active, mettons. Donc, pour Hannah Arendt, mettons 3 parties dans ce qu'on pourrait décrire comme la vie active: le travail, l'action et la capacité à faire œuvre. Très concrètement, le monde commun relève de l'œuvre, mais en fait c'est la somme des œuvres, c'est la somme des interprétations collectives de l'existant. Voilà ce qu'on peut décrire comme le monde commun. Le monde commun, c'est la scène de l'action sociale en tant qu'elle est la somme des interprétations qu'on est en train de faire. Prenons en compte toutes les données de l'existence humaine. Et donc c'est toujours une potentialité. On peut faire monde commun, on peut rassembler les interprétations du monde, ou pas. Et dès lors, on n'est plus que sur une surface efficace, quelque chose qui naît d'une intensification des flux économiques et techniques. Voilà. Il faut bien comprendre le monde commun comme une
œuvre humaine, une œuvre d'interprétation, mais une œuvre qui est toujours finalement comme en puissance. On peut faire monde commun en rassemblant les différentes interprétations du monde, en faisant cet effort des uns vers les autres, et en interprétant les données élémentaires de l'expérience humaine, que sont par exemple la matérialité du monde, qui maintient ensemble et qui sépare, et la pluralité. La pluralité, c'est ce qui découle tout simplement du fait que, nous sommes tous à la fois similaires et différents. Et il nous arrive des enfants qui sont similaires et différents. Voilà. Et nous sommes toujours à la fois simultanément les uns aux autres, similaires et différents. Est-ce qu'il est possible qu'un modèle économique, qu'un modèle d'action, qu'un modèle d'organisation du travail, dans sa folie, nie la pluralité des êtres humains? Eh bien oui. Pour un flux économique et technique, on peut tout à fait créer des agents économiques et techniques parfaitement substituables les uns aux autres, où que ce soit dans le monde, et à la fois dans l'espace, dans la répartition des différentes cultures, mais aussi dans le temps. Et ça, c'est une violence faite aux données élémentaires de l'expérience humaine, de la condition humaine, qui va déformer dès le départ les éléments qu'on va mettre dans la conception commune du monde, et qui va probablement nuire à la capacité de faire monde commun. Bien. Alors, Hannah Arendt insiste sur la dimension temporelle du monde commun. Le monde commun, en tant que système d'œuvre, en tant que système d'interprétation, est profondément lié à, c'est plus que profondément, est substantiellement lié à la façon dont nos ancêtres ont interprété le monde, dont nous interprétons la place de nos ancêtres à travers le monde qu'ils nous ont légué, le présent, la façon dont nous sommes présents les uns aux autres et dont nous engageons le monde commun, et puis le futur, les générations futures. C'est littéralement le monde en tant que nous l'avons hérité et que nous le léguerons. Bien. En d'autres termes, c'est tout ce qui s'oppose à une vision du monde comme surface efficace que nous allons exploiter avec une certaine régularité pendant une période de notre vie, après laquelle nous serons remplacés par un agent économique et technique similaire. Bien. Alors, voilà, la distance, la pluralité comme donnée essentielle de la condition humaine, c'est une œuvre qui, par ailleurs, le monde commun, est fondamentalement politique, presque proto-politique. Une politique du monde commun qu'on peut décrire comme une cosmopolitique, c'est, du moins de mon point de vue, et là c'est une interprétation très personnelle d'Hannah Arendt, qu'Étienne Tassin aurait battu en brèche. Étienne Tassin est un professeur qui enseignait de philosophie, qui enseignait à l'université Paris 7, qui était membre du jury de ma première thèse et avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges et qui est décédé l'année dernière. Et qui était un des plus grands spécialistes d'Hannah Arendt que le monde héberge. C'est une œuvre qui est fondamentalement politique en ce sens que l'interprétation du monde que nous produisons collectivement dessine la scène sociale de l'action, délimite les lieux, la façon dont nous allons pouvoir agir. C'est déjà une première répartition des statuts, des biens, des richesses, de la circulation. Par exemple, si je décide que, parce que j'appartiens à telle religion, il existe une propriété universelle des biens de la création, vous voyez bien que à cet endroit-là, j'ai une politique du monde commun qui est profondément politique. J'ai une définition du monde commun, une vision du monde commun, une interprétation du monde qui est immédiatement profondément politique. Bien. Alors, c'est une œuvre, surtout un système d'œuvres. Et comme je vous l'ai encore dit, je suis allé extrêmement vite, tiens, c'est marrant. Comme une œuvre, le monde commun est essentiellement virtuel. C'est une potentialité. Ça n'est pas virtuel au sens les mondes numériques, c'est pas ça du tout. C'est au sens premier du mot virtuel, c'est-à-dire en puissance. C'est une œuvre qui n'existe qu'à partir du moment où elle est interprétée et où cette interprétation est partagée. En d'autres termes, le monde commun n'existe qu'à partir du moment où des individus se rassemblent et partagent cette interprétation. Ce rassemblement, pour parler, pour interpréter le monde, pour parler le monde, pour dire le monde, pour l'interpréter avec de la pluralité et séparé et maintenu ensemble par de la matière, littéralement, c'est l'espace public.
L'espace public, c'est l'espace qui surgit du rassemblement pour parler le monde commun, pour dire le monde commun, pour interpréter ensemble le monde. Bref, pour créer notre monde à travers nos puissances créatrices, notre puissance d'interprétation de l'existant et du donné. Bien. Alors qu'est-ce que c'est que l'acosmisme? L'acosmisme, qui est probablement le plus grand risque que Hannah Arendt voit dans la modernité, l'acosmisme, c'est la négation du monde. A, cosmique, A, cosmos, négation du monde. Voilà. L'acosmisme, c'est la négation du monde. Et qu'est-ce que c'est que la négation du monde? Pour Hannah Arendt, c'est le résultat de l'illimitation de la volonté. C'est parce que notre volonté est illimitée que nous nions le monde comme matérialité, comme limite, comme cadre qui définit les conditions de l'existence humaine, par exemple la pluralité. Et donc, elle parle de triple illimitation de la volonté. Nous sommes capables de vouloir infiniment, dans le registre, par exemple, politique, dans le registre économique, dans le registre scientifique et technique et industriel. Donc prenons ces registres-là, politique, la volonté illimitée, je vais faire un régime mondial, modèle économique, je vais supprimer le monde et le transformer en intrication de flux échangés microseconde après microseconde à travers la totalité du globe, avec une intensification exponentielle permanente, sans limite. Et évidemment, scientifique et technique, c'est puisque nous sommes maintenant dans l'Anthropocène, nous allons développer des techniques de bioingénierie pour prendre le contrôle de l'existant et en faire finalement une part peut-être marginale ou annexe de la gestion de nos usines et de l'industrie mondiale. On gérera le soleil, la pluie, le beau temps, la position de la Terre par rapport à la Lune comme une donnée exogène à maîtriser par rapport à la production industrielle et économique de telle ou telle zone économique dominante sur la planète. Voilà. Plus simplement, quand on considère la vie active, Hannah Arendt identifie 3 types de volontés totalement illimitées et qui sont un risque de négation du monde. Voilà. C'est l'illimitation de la volonté dans le domaine du politique, du scientifique et de l'économique. Mettons, je vais l'interpréter un peu à ma manière, on va dire, du côté du politique, on mettra aussi le militaire, le diplomatique, etc. Du côté de l'économique, on mettra toute l'activité économique, et du point de vue du scientifique, on mettra scientifique et technique. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que la négation du monde commun? Où est-ce que vous pouvez repérer des fins du monde et qui indiquent la possibilité d'une existence post-fin du monde? Où est-ce que vous pouvez repérer des fins du monde? Eh bien, dans toute entreprise qui nie la matérialité du monde comme résistance, mais aussi comme condition humaine. Et comme condition normale de la vie humaine et presque comme cadeau qu'on a reçu. La négation de la matérialité du monde, c'est l'idée qu'on peut tout dématérialiser, qu'on peut être en 2 points de l'espace à n'importe quel moment selon les besoins de l'économie. C'est des pratiques de travail qui vous emmènent à faire 20 000 km par mois, ou 100 000 km par mois, pour être à l'endroit où l'économie impose que vous soyez. Mais c'est encore de la circulation de biens, au-delà de la circulation des personnes, quasiment instantanée, sur des distances extraordinaires, grâce à des dispositifs techniques, mais qui permettent à celui qui travaille d'être dans la négation. Et c'est une double négation à l'intérieur de la négation technique. C'est la négation de la distance de la matière parce qu'on la traverse, on la transperce, mais encore c'est une négation parce qu'on ne voit pas toute sa valeur, comment la distance, comment la matière maintient la pluralité entre les individus, entre les populations, crée une forme de fécondité. C'est un refus de prendre le détour des conditions réelles de notre existence pour interpréter le monde. On le transperce, on le traverse, on le transcende pas, mais vraiment, on en fait l'économie à travers la technique. En tout cas, on se donne l'illusion qu'on en fait l'économie. Donc, qui nie la matérialité du monde, qui nie la pluralité
la pluralité des individus. Donc toute vision économique qui pousse vers vous l'idée d'un patient ou d'un agent économique et technique universel, interchangeable, dont la seule identité, non, excusez-moi, la seule singularité, puisqu'ils sont tous identiques, la seule singularité est le prix à l'intérieur de tel ou tel système social, c'est typiquement, effectivement, quelque chose qui nie la condition humaine, incluant la pluralité, donc qui nie la condition humaine et qui ne cherche pas à interpréter et à partager, à faire œuvre, à faire continuité par ailleurs avec ce qui nous a été livré par le passé sur la pluralité et ce que nous pourrions livrer à nos enfants. Ceux qui, toute perspective, donc qui nie la matérialité, qui nie la pluralité, par ailleurs qui ne s'inscrit pas dans des continuités passé, présent, futur, mais exclusivement dans de l'instantanéité. Toute perspective qui, par ailleurs, nie la création du monde comme subjectivation, c'est-à-dire qui cherche à l'établir comme un donné incontestable parce qu'il est scientifique ou, et surtout, parce qu'il est finalement un agencement technique produit par une administration de l'économie et une administration de l'industrie, et qui donc finalement propose une approche totalement utilitaire du monde, hors de l'interprétation, et hors du fait que dans l'interprétation du monde, chacun participe de ce geste politique primordial qui consiste à interpréter le monde. Et donc c'est privé, finalement, de statut de citoyen ou citoyenne du monde, tous les individus, pour leur réserver d'ailleurs, pour réserver ce statut à quelques humanitaires ou quelques hommes ou femmes d'affaires qui pourront se dire citoyens du monde. Quand, d'un point de vue arendtien par rapport au monde commun, toute personne qui interprète le monde, c'est-à-dire tout être humain, participe du geste politique primordial qui consiste à interpréter le monde. D'accord ? Et à faire œuvre à partir de ça. Bien. Par conséquent, c'est nier la qualité politique de tout sujet humain. Bien. Donc ceux qui nient la qualité des sujets politiques, la qualité politique des sujets humains, ceux qui nient la pluralité, ceux qui nient la matérialité, ceux qui imposent une instantanéité reconductible par rapport à une continuité passé, présent, futur. Alors, on trouve aussi des perspectives, et notamment toutes celles qui parlent de mondialisation, qui nient aux humains présents la capacité de faire œuvre face à la mondialisation. C'est-à-dire que tous ceux qui reconnaissent un principe de nécessité externe, qui serait la mondialisation, le tsunami, la catastrophe, etc., par rapport auquel on ne pourrait plus faire d'interprétation, mais on devrait se mettre dans les mains d'experts capables de gérer les risques inhérents à la mondialisation, ces perspectives-là aussi procèdent de la négation du monde commun. Là, je ne vous parle pas de cas d'acosmisme. L'acosmisme, vous pouvez le repérer dès que un projet procède d'une illimitation de la volonté et que cette illimitation nie, évidemment, de fait, parce qu'elle est illimitée, le monde comme matérialité et la condition humaine comme un ensemble donné. Bien. Alors, évidemment, toutes les perspectives qui nient la pluralité pour produire de l'uniformité de l'agent économique et technique, là aussi, vous avez de la négation du monde commun. Bon, mais là où, en fait, moi, je vois surtout la grande trace de la négation du monde qui mène à la fin du monde, et donc aux ruines florissantes du monde post-fin du monde, c'est la mise en gestion du monde. C'est non seulement la bio-ingénierie, mais c'est aussi la mise en gestion, la mise au travail, en travail du monde. Le fait qu'on ait une activité économique qui désymbolise, qui désacralise totalement l'existant pour le faire entrer dans un système d'efficacité. Et donc c'est en quelque sorte, moi j'appellerais ça la trivialisation du monde. La trivialisation du monde qu'on voit comme des ressources, qu'on voit comme des opportunités de marché, qu'on voit comme des distances, des limites des distances au marché, d'ailleurs plus que des distances dans l'espace, comme des espaces hétérogènes économiquement qu'il convient d'intégrer. Quand on voit la pluralité comme une gêne, quand on voit la matérialité comme une gêne, au déploiement de l'activité professionnelle, voilà, pour moi, la principale manifestation de la négation du monde, c'est bêtement l'approche matérialiste et utilitariste du monde, aussi simplement que ça. Ce que Arendt permet de comprendre, c'est qu'il
Il n'y a pas d'autre monde que celui que nous interprétons, et quand nous le détruisons symboliquement, il n'y a aucune raison que nous ne le détruisions pas matériellement. Et le lien est ténu. Le monde ne serait pas moins monde si on vivait dans une surface lisse en acier avec le vivant qui ne pousserait qu'en cage et sous contrôle humain. Le monde Matrix, que montre le film Matrix, n'est pas un monde moins monde, mais à l'échelle des machines, il n'y a plus de monde commun. Il n'y a plus d'interprétation du monde, il n'y a qu'efficacité. Et par conséquent, effectivement, ce qu'on en fait, le rapport que nous avons avec l'existant n'est plus symbiotique. Il est exterminateur, il est illimité, il est potentiellement la destruction de tout. Bien. Alors, voilà, il faut bien voir l'acosmisme comme une tendance naturelle de l'humain qui procède de l'illimitation de la volonté, illimitation de la volonté qui peut déboucher sur une illimitation de l'action militaire, économique, industrielle, politique, etc. Jusqu'à la destruction du monde commun, c'est-à-dire du monde finalement comme altérité, comme table, comme lieu matériel d'interprétation et de déploiement, aussi bien de la pluralité humaine que de la totalité de l'existant. Bien. Voilà, j'ai fait cette petite promenade arendtienne avec vous. Elle était un peu rapide et brusque. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Hannah Arendt, je suis un amateur de cette philosophe et journaliste. Mais effectivement, comme je me sers beaucoup de ce concept-là, il convenait avec vous que je m'en explique. Alors, je reviens à la question de M. Le Casals dans les commentaires sur les différents niveaux de commun. Alors, je voudrais comme ça vous proposer différents niveaux de commun. Alors, si on définit comme commun tout bien qui échappe à la propriété privée, lucrative ou non lucrative, hein, voilà, tout bien qui échappe à la propriété privée, lucrative ou non lucrative. Première définition d'un commun. Vous connaissez probablement l'histoire des communs avec les commons en anglais, les communs d'ailleurs aussi en France, en Bretagne, qui étaient des terres qui n'étaient ni aux particuliers, ni aux seigneurs, ni à l'église, mais qui appartenaient en quelque sorte aux collectivités. C'était souvent des bois ou des lieux où on pouvait faire paître les animaux, ou faire un petit peu de chasse, ou récolter le bois. Donc voilà l'histoire des commons. Un type de bien dont la propriété échappe à la propriété privée lucrative ou non lucrative des possédants. Bien. Alors, ces espèces de... c'est pas des tiers-lieux, mais quasiment des tiers-terres, en ce qui concerne ces exemples-là. Notre-Dame-des-Landes est par exemple basée sur une région où il y avait beaucoup de communs. Alors, je vais essayer d'en distinguer différents niveaux. Alors, premier niveau, les communs qui relèvent en quelque sorte de l'existant, du simple droit à exister. Donc l'air, l'eau, le sol, l'espace, le temps, mais aussi, pourquoi pas, on pourrait dire les paysages, la beauté, évidemment la pluie, la vie. On ne peut pas inclure la santé pour des tas de raisons, mais vous voyez tout simplement l'air, l'eau, le sol, l'espace, le temps, le vivant, non pas en tant que moyen de subsistance, hein, simplement en tant que bien présent et à la disposition théorique de tous. Bien. Je dis théorique parce qu'on peut très bien faire de l'air, de l'eau, du sol, de l'espace et du temps des biens vendables, n'est-ce pas? Mais alors, ils sont communs par un postulat théorique qui dit que ce sont les biens de la création, dans le fond, et par conséquent, tout un chacun y a droit. En tout cas, il fait partie de la condition humaine que d'avoir besoin de cela, et donc, par conséquent, de ne pouvoir vivre sans cela.
et par ailleurs, avant accaparement, aucune de ces ressources, aucun de ces biens n'appartient à qui que ce soit. Alors, il y a un deuxième niveau de commun pour moi. Le deuxième niveau de commun, ce serait par exemple la culture en tant qu'elle est immatérielle, le symbolique, la capacité à investir le symbolique que nous partageons avec un groupe humain. Dans un premier temps, j'ai parlé de l'air, l'eau, le soleil, la totalité de l'humanité partage ses communs. La culture, pas la culture matérielle, pas la culture investie dans tel ou tel capital, la culture, la manière de parler, la manière de dire, la manière de sentir, les rituels, les valeurs, la culture, c'est un bien, mais qu'on ne partage pas avec toute l'humanité. C'est un bien commun qu'on partage avec une partie seulement de l'humanité. Donc, des biens comme l'air, l'eau, le sol, etc., qui relèvent de notre condition humaine. Ensuite, on a la culture en tant qu'immatérialité et que nous partageons, non pas avec la totalité du groupe humain, mais simplement, ça ne relève pas simplement avec un groupe, ça ne relève pas de notre condition humaine, mais de notre condition culturelle et sociale. Bien. Alors, troisième niveau, évidemment, de commun, l'environnement que nous partageons avec un groupe humain limité à une communauté politique sur un territoire. Alors, là, vous voyez, j'ai fait un petit décalage. Je reprends le premier niveau, l'air, l'eau, le sol, l'espace, le temps, et je dis oui, mais l'air, l'eau, l'espace, le temps, etc., ça correspond à une nature. Une nature, c'est-à-dire quelque chose qui nous précède et qui nous transcende. L'être humain est, par nature, un être qui a besoin d'air, d'eau, de sol, de temps, d'espace, de nourriture, enfin, c'est la condition humaine. Mais en revanche, l'environnement, c'est-à-dire ce qui nous environne, cela est associé à un territoire et donc à une unité politique. L'environnement, c'est ce qui nous environne, ce dont nous avons la gestion dans le cadre d'un territoire lui-même rattaché à une entité politique. À l'intérieur de cet environnement, on va réinterpréter l'eau, le sol, l'air, etc., comme des biens communs. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même chose que de parler de l'eau d'un territoire et de parler de l'eau en général. Dans un cas, on parle de nature et de la condition humaine, dans l'autre, on parle au contraire de l'environnement, dans un espace donné à partir d'un territoire. Dans un cas, on a quelque chose qui précède et qui transcende, dans l'autre, on a quelque chose qui est sous gestion humaine. Voilà. Donc, on reprend. Ce qui relève de la nature, hein, ce qui relève de la culture, ce qui relève de l'environnement. 3 premiers niveaux de biens communs. Alors, quatrième niveau de commun, les biens productifs que nous partageons avec un groupe humain limité. Voilà. Donc, on peut tout à fait décider qu'un lavoir est un commun. On peut tout à fait établir que une usine ou un champ, qu'une étable, qu'un troupeau est un commun. J'ai moi-même travaillé à faire des études anthropologiques dans des villages et des petites municipalités roumaines du côté de Arad, dans lequel il y avait des communs de ce type, c'est-à-dire par exemple des champs mis en commun et un troupeau mis en commun, dont le produit était un commun. Alors c'était un modèle assez amusant parce que le produit était commun, les étables étaient communes, les champs étaient communes, en revanche les bêtes ne l'étaient pas. Chaque famille possédait nominalement en quelque sorte une vache, mais il serait plus juste de dire qu'une vache était attribuée à chaque famille. Vous voyez, c'est un mode de propriété privée extrêmement atténué qui est conservé à l'intérieur d'un système de commun. Alors, le cinquième niveau de commun, c'est bêtement les biens simplement, mis en commun que nous partageons avec un groupe humain limité. Voilà. Donc ce sont, pour le dire autrement, les communs non productifs. Voilà. Donc je reprends la nature, la culture, l'environnement, le commun productif, le commun non productif, et les deux derniers toujours à l'échelle d'une communauté limitée. Alors, je parlais tout à l'heure des biens universels de la création
dans un cadre chrétien, très clairement, avec quoi l'Église catholique a toujours eu un problème pas possible, parce que comment faire pour justifier la mondialisation tempérée que l'Église catholique soutient depuis Jean-Paul II, et encore aujourd'hui très fortement la mondialisation collaborative avec le pape actuel, quand on dit que, en réalité, il n'y a pas de légitimité de la propriété privée lucrative, puisqu'en réalité, tous les biens de la terre ont par destination l'humanité, et sont donc par destination des biens communs. Bien. Alors, ces 5 catégories. Alors, 2 derniers petits points au passage, à propos de commun. Quand on pense au logiciel libre, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une ambiguïté. Que le libre, dans le fond, c'est soit évidemment des biens qui appartiennent à la 4e catégorie ou à la 5e catégorie, ce sont des biens lucratifs ou non lucratifs, mais partagés avec une communauté limitée. Et quand je dis que c'est avec une communauté limitée, en fait c'est une communauté délimitée matériellement. Le libre est évidemment inclusif en ce sens que quiconque peut télécharger, mais finalement elle est aussi simultanément exclusive, parce qu'elle se forme à l'intérieur de plusieurs macro-systèmes techniques, flux de données, flux d'énergie, chaîne de production, chaîne de stockage, chaîne d'assemblage du matériel qui permet d'utiliser le logiciel. Et ces ensembles-là sont excluants. On y a accès ou on n'y a pas accès. Par conséquent, on a un commun, mais qui n'est partagé qu'à l'intérieur de réseaux. Et ces réseaux sont sélectifs. Et ils sont sélectifs de tas de manières, par l'argent, par l'accès, mais ils le sont. Bien. Dernier petit point. Alors on pourrait penser effectivement un libre qui serait capable d'assurer gratuitement et à tout un chacun une autonomie logistique, hardware, software, câble, connexion, radio, je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. À partir de là, mais on est dans une fiction totale. Il faudrait être capable de produire ces matières, ces matériaux-là gratuitement, ou d'avoir une instance ou un réseau d'instances autonomes et qui soit capable de produire uniformément et de manière homogène l'accès au réseau et donc à l'utilisation du libre à tout humain. Bon. Dernier point, je me demande si il ne serait pas bien de distinguer parmi les communs les biens communs et les mots communs. Dès lors qu'on dit l'air, l'eau, le sol, etc., la culture, c'est du commun, dès lors on pourrait dire que tout ce qui relève de la condition humaine relève du commun aussi. La mort, le doute, la peur, l'effroi, l'angoisse, tous ces éléments en tant qu'ils sont collectifs relèvent en un sens de commun, travailler collectivement. Voilà, donc peut-être il faudrait que je me corrige et que je revienne sur le fait que dans le fond, il n'y a pas que des biens communs. Le commun peut aussi recouvrir tout ce que nous produisons et qui est commun, et en incluant ce qui est douloureux. Voilà. Bon, et ben après cette espèce de vidéo très étrange et assez technique, je vous laisse. Nous verrons s'il y a des commentaires qui inspirent la prochaine vidéo. Sans quoi, je reprendrai tranquillement le chemin des ruines florissantes du monde post-fin du monde pour continuer ces chroniques. Salut tes joies!